Bonjour à tous, bienvenue dans cette 40e vidéo qui sera assez rapide parce qu'on va parler d'un token de plateforme qui s'appelle le KCS pour la plateforme KuCoin. On est parti. Donc, comme je viens de le dire, c'est le KCS, le token de la plateforme KuCoin, qui est un échangeur centralisé. Donc, échangeur centralisé, pensez banque, c'est-à-dire que c'est eux qui possèdent les tokens qui sont sur la plateforme. Tant que vous avez des tokens chez eux, c'est bien eux qui ont les clés privées, qui peuvent décider de bloquer les retraits, de faire ce genre de choses. Au niveau des chiffres, il est en 54e position. Sa capitalisation, c'est 630 millions de dollars. Sur les dernières 24 heures, on a des variations, enfin, on a un volume d'échange de 420 000 dollars. On avait eu d'habitude c'était en millions, mais là, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que c'est notamment dû au fait qu'on approche de la fin d'année et que les gens ont d'autres choses à faire que faire du trading. Les volumes remonteront sûrement plus tard du coup. Et le cours est actuellement de 6,4 dollars, en tout cas au moment de la vidéo. Donc pour un token KuCoin, ça coûte 6,4 dollars. L'objectif, c'est comme après tous les échangeurs, hein, permettre l'achat-revente de crypto, faire du trading, avoir quelques fonctionnalités d'amélioration un peu personnalisables. Et globalement, il faut penser à une espèce de banque pour les cryptos. C'est un peu ça, hein, vu que c'est centralisé. Ça a été fondé en 2013, mais ça n'existe que depuis 2017. Donc le nom KuCoin existe depuis 2013, mais l'entreprise et le token sont présents et utilisables depuis 2017. Il y a 7 fondateurs derrière, donc je ne vais pas m'amuser à les lister. À savoir que leur siège est à Singapour, du coup. Au niveau du financement, j'ai relevé quelque chose d'intéressant, c'est que cette année, ils auraient levé 170 millions de dollars pour faire des investissements. C'est quand même quelque chose de sympathique, sachant qu'on était dans une année très difficile pour les cryptos et les échangeurs. Au niveau de la technologie, on est basé du coup sur la blockchain Ethereum, même s'ils ont développé la KCC Chain pour utiliser leur token, etc. On est quand même sur un token ERC20, donc basé sur la blockchain Ethereum. C'est un fournisseur de liquidité, hein, je vais encore rappeler le mot banque, mais c'est vraiment ça que c'est, du coup, vu que c'est eux qui possèdent les fonds. Et là encore, donc, comme sur le précédent, hein, il y a des histoires de théoriquement, les liquidités sont sur du cold wallet. On ne sait pas trop si c'est le cas. Sur KuCoin, j'ai pas vu beaucoup d'informations allant dans ce sens-là. Donc je m'avancerai pas trop sur ce propos non plus. Au niveau de la tokenomique, là c'est assez intéressant. Par contre, ils ont fait quelque chose de plutôt particulier. Donc initialement, en fait, il y avait une supply de 200 millions de tokens. Ils les mettent au fil du temps. Donc là, ils en ont émis 98 millions. Mais comme vous pouvez le voir, la supply totale, elle est écrite comme étant 146 millions, d'accord, sur CoinMarketCap. Donc moins que ce qui est prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, KuCoin, au fil du temps, rachète des tokens en fonction du coup des résultats de l'entreprise, de comment ça a fonctionné, de quels ont été les volumes de transactions, etc. Ils rachètent des tokens et ils les burn. Ça, c'est super intéressant. Leur objectif, c'est de burn 50% de la supply initiale, donc des 200 millions. Ça veut dire qu'à la fin, l'offre finale totale, ce sera 100 millions. Et ça, c'est vraiment bien pour les gens qui possèdent du token, parce que ça va faire monter sa valeur, notamment si la plateforme se développe bien. En tout cas, on peut penser que c'est ce qu'ils essayent de faire, vu les investissements qu'ils font. Donc si la plateforme survit au bear market, s'il n'y a pas de soucis comme il y a pu avoir avec FTX par exemple, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, le cours du KuCoin s'apprécie juste parce que, en fait, il y en aura de moins en moins. Ça, c'est quand même très très bien. Un autre point qui est appréciable, c'est qu'une partie des frais de transaction sont reversés aux personnes qui possèdent des KuCoins. À savoir qu'il faut en avoir au moins 6, et à partir de ce moment-là, vous allez percevoir une petite partie des frais de transaction sur la plateforme. C'est quand même quelque chose de très investisseur-friendly et très utilisateur-friendly. Mais en fait, même investisseur, parce que le simple fait d'en avoir, vous n'avez pas besoin d'utiliser le KuCoin pour être rémunéré. Donc ça, c'est un point qui est super, super intéressant, quoi. Sinon, au niveau de la répartition initiale, donc c'est intéressant de noter que sur l'émission, la première émission, 50% est allé directement aux investisseurs, 15% du coup pour les influenceurs consultants et 35% pour la fondation. Donc en gros, un espèce de 50-50, ce qui fait quand même une grosse partie pour le projet et les rémunérations. Mais comme on l'a vu, la politique plutôt investisseur-friendly derrière me semble assez bonne pour équilibrer cet aspect-là. Donc le token sert à tous les trucs qu'on voit sur les autres plateformes, hein, donc les frais de transaction, la gouvernance potentiellement, les airdrops et avantages, c'est-à-dire vous avez du token, vous avez des avantages. Par exemple, vous allez payer moins cher sur les frais de transaction, il y a un système de grade, plus vous avez de tokens, plus vous faites de transactions en termes de volume de trading, et moins vous allez payer cher les frais.
mais les frais unitaires, hein. Donc l'idée c'est de favoriser l'utilisation du token, c'est ce qu'on voit de façon assez classique. On rajoute à ça le burn et on est sur un token qui a du sens. C'est cohérent d'en acheter, même si bon là actuellement on préférera sûrement aller sur des échangeurs plus sécurisés. On va voir ça juste après du coup. Donc les points qu'on aime bien, c'est tout ce que j'ai dit, hein, le token qui est utile, le burn, la tendance déflationniste, ça c'est très très bon quand on est investisseur. Ce qui est positif avec la plateforme, c'est qu'ils ont quand même 20 millions d'utilisateurs, c'est pas négligeable, hein, c'est quand même une belle quantité, d'autant que ça a bien augmenté quand même sur les derniers mois, dernières années, donc c'est quand même bien. Au niveau du nombre de tokens, on est à plus de 730, donc c'est quand même solide, hein, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de tokens qu'on peut retrouver dessus, des trucs listés récemment qu'on va pas forcément trouver sur un Binance qui, à mon sens, est plus solide, mais qui du coup va pas forcément proposer ça tout de suite. Donc une plateforme qui est pas déconnante, quoi. Et à long terme, ça c'est leur stratégie, soi-disant, à voir ce que ça donnera. Ils visent la décentralisation. Et s'ils y arrivent, tant mieux, ce serait vraiment très très bon, très intéressant. En fait, ils se veulent mi-centralisés, mi-décentralisés, mais en réalité, tant que vous êtes centralisé. Et à long terme, ils aimeraient être décentralisés. Donc ça, c'est cool. Donc moi, il y a toujours dans les points négatifs la centralisation. C'est un point sur lequel faut toujours faire attention. Et surtout, le fait que du coup, tant que c'est eux qui ont les clés privées, l'argent que vous mettez dessus ne vous appartient pas réellement. C'est plus une forme de prêt. Enfin, c'est de la délégation en fait, mais ils peuvent bloquer cette délégation. Ils peuvent bloquer les retraits comme l'a dû le faire les FTX quand ils ont pu de liquidité. Ça, faut le savoir. Donc il y a une crainte globale des échangeurs centralisés depuis la chute de FTX. Globalement, ils ont montré leurs réserves. Ça c'est bien, ils l'ont comme tout le monde l'a fait, hein, la plupart des plateformes l'ont fait, hein, que ce soit Binance, que ce soit Kraken, etc. Tout le monde a montré ses réserves. Là aussi, on n'a pas de bilan, c'est-à-dire on sait combien ils ont, combien ils peuvent se permettre d'encaisser comme chute, mais on ne sait pas en fait à qui, envers qui ils ont des dettes, ou où est-ce que du coup se trouve le bilan complet. C'est ça qu'on aimerait avoir comme information, ça on l'a pas. L'autre point qui est assez négatif, c'est qu'ils ne sont pas régulés, et nulle part. Donc ils sont pas PSAN, mais ils sont pas non plus régulés d'une façon ou d'une autre. Que ce soit à Singapour ou ailleurs. Il n'y a pas d'autorité qui a dit OK, cet échange est fiable, vous pouvez y aller dessus. Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut se faire shutdown quand même, ce genre de choses, hein. Quand on n'est pas du tout régulé, ça peut être problématique. Donc c'est quand même un point à surveiller. Mais globalement, au niveau de l'utilité du token, c'est intéressant. Donc j'aimerais qu'ils règlent leurs petites problématiques de ce genre-là. Et s'ils pouvaient être à la fois décentralisés et à la fois en accord avec la régulation, ce serait fabuleux. Donc voilà ce que je voulais dire sur les fondamentaux de KuCoin. On va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, parce que comme on l'a vu, comme ils sont investisseurs friendly, il y a quand même un petit risk-reward à prendre en tête, à calculer et à se dire, ok, potentiellement le token peut pump plus tard. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là, on est en weekly du coup. Donc avant janvier 2021, on était autour de 1 dollar le token, donc très très bas. Au maximum, on est monté du coup en novembre à 26, 27, 28. Donc la première chose qu'on apprécie, c'est ça. C'est que la première partie de bull run de 2021, au printemps, elle était allée très haut. La deuxième, en novembre, est allée encore plus haut. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une tendance haussière, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est-à-dire que les gens ont encore plus acheté à ce moment-là. Ensuite, ça a dégringolé, évidemment, hein, comme tous les tokens. Et maintenant, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on s'arrête, quoi. Où sont les zones sur lesquelles ça peut être intéressant d'acheter. À mon sens, de façon macro, de façon générale, on va avoir une tendance, on est toujours dans une tendance baissière, et on va avoir une tendance à avoir les tokens baisser. C'est ma conviction personnelle, j'ai peut-être ça plus tard. Et du coup, j'aurais plutôt tendance à tracer des supports, en fait. Des supports sur lesquels on peut aller. Donc là, on se voit qu'on est entre 7 et le support qui est à 5 ici, là. J'estime qu'on peut largement aller dessus. On y allait rapidement en novembre lors de la chute de FTX, puis on est remonté dans la même semaine. Et pour continuer, une descente. Donc à mon sens, on peut retourner ici. Avant ça, je ne m'intéresserai pas du tout au token. Et je regarderai peut-être dans cette zone-là. Parce que dans cette zone-là, il y a quand même du travail. Si on la casse, la zone des 4, par contre là, c'est la glissade potentielle. Parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment eu de construction, de support. Donc théoriquement, il y aura très peu d'ordre d'achat dans ces zones-là, parce que c'est des zones qui n'ont pas été travaillées, entre guillemets. Donc si on casse les 4, on peut s'attendre à tomber vers les 1, 1,5 de façon assez évidente. Pour le moment, on est ici, entre 5 et 7, et personnellement, j'attends la zone entre 4 et 5 pour regarder. On va juste regarder 3 indicateurs rapidement. Au niveau du RSI, on voit quand même qu'on s'approche très fortement du 30, de façon plutôt plate.
C'est assez étonnant parce qu'en général, c'est en pointe et ça remonte. Là, c'est plutôt plat, donc à voir. Je m'attends à ce que ça continue à glisser, comme je vous l'ai dit. Au niveau des volumes, ça doit être très très bas. Oui, c'est extrêmement bas du coup. Hein, c'est ce qu'on a pu voir. C'est ce qu'on a pu voir déjà sur les volumes journaliers. Donc en fait, ça fait un moment que c'est comme ça et c'est encore en tendance baissière. Donc je m'attends à ce que ça continue. Et on va aller voir pour finir les moyennes mobiles, plutôt en daily. Parce qu'en weekly, 200 semaines, c'est quand même beaucoup. Donc on est sur la 200 jours à 9 x 2. Donc ouais, il y a de la marge. Pour moi, les 3 indicateurs confirment un petit peu mon analyse, qui est qu'on peut attendre pour acheter du token KuCoin, en tout cas à but d'investissement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le token KuCoin. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci beaucoup. Je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le 24, un très bon Noël, très bonne fête de fin d'année, et je vous dis à la prochaine!